Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Un week-end sportif au bilan positif pour les nôtres. Hier en boxe, Alexis Kaboré Diyoyo a conservé son titre de champion WBC. Et cet après-midi, en football, les étalons se sont imposés face au Lukina du Lesotho par 2-0 en éliminatoire de la CAN Maroc 2015. La classe politique ivoirienne n'est pas parvenue à un consensus pour la mise en place de la commission électorale indépendante qui a renouvelé sa confiance à Youssouf Bakayoko à la tête de la CEI, poste convoité par le FPI et ses alliés. Première sortie réussie pour les étalons du Burkina, opposés cet après-midi au stade du 4 août au Lukina du Lesotho. Les étalons se sont imposés par 2-0. Cette rencontre entrait dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2015. En attendant de revenir sur le résumé de la rencontre avec Modeste Ouedraogo au cours de nos prochaines éditions, je vous propose les 2 buts des étalons. Ça fait chaud au cœur. Non, là aussi. But. But de Alain. But de Alain. Sibiri Alain Traoré qui inscrit le deuxième but pour les étalons du Burkina Faso. But d'Alain Traoré. Nous jouons 49 minutes. Voilà. Regardez, il a été surpris. Il a été surpris, il a voulu dégager. Tout à fait. Mais il a mis dans son camp. Un autre sportif burkinabé a su tirer son épingle du jeu. Alexis Kaboré Diyoyo a conservé hier son titre de champion WBC international dans un combat qui l'opposait au Philippin Sylvester Lopez. Avec cette victoire, Alexis Kaboré s'illustre comme l'un des meilleurs boxeurs du monde dans la catégorie des supercoques. Reportage de Bangba David Kafando. Gabonais Guy Nzoubandama dans une ambiance faite de fraternité et d'amitié. C'est dans ce même climat que la délégation parlementaire burkinabé assiste à l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale gabonaise. C'est pour nous l'occasion d'apprendre et nous retenons que l'Afrique ne peut se développer qu'avec une coopération, une amitié entre les peuples. Avec le président Ouattara, nous avons assisté à une belle cérémonie d'ouverture, assise sur le principe de la coopération interparlementaire, qui est effectivement bien fondée. Invité de marque, Sungalo Apollinaire Ouattara s'est adressé à la représentation nationale du Gabon. Du haut du parloir et en direct sur la télévision nationale gabonaise, Sungalo Apollinaire Ouattara a d'abord évoqué l'amitié entre les deux chefs d'État, Ali Bongo et Blaise Compaoré, puis celle entre les peuples gabonais et burkinabés avant de s'appesantir sur la coopération entre les deux parlements. La coopération interparlementaire reste un pilier essentiel de l'harmonisation des politiques et de la convergence des approches dans la marche vers l'intégration. La présence de l'Assemblée nationale du Burkina Faso à la présente cérémonie est fondée sur cette conviction et s'inscrit dans cet élan de fraternité et de coopération interafricaine. Un discours unanimement apprécié par les membres du Parlement gabonais. Je suis heureuse de la participation du président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso à l'ouverture de nos travaux. Je me réjouis de cette collaboration. J'étais très sensible aux propos que le président Sungalo a eu à prononcer, aussi bien à l'endroit de nos deux chefs d'État qui ont une vision pour leur pays, faire de leur pays des pays émergents. Puis, du palais Léon-Ba, siège de l'Assemblée nationale du Gabon, les deux chefs de parlement prennent la direction du palais de bord de mer. Ici, la présidence de la République gabonaise. Là, Sungalo Apollinaire Ouattara a un tête-à-tête avec le président Ali Bongo Ondimba.
Voilà, c'était un reportage de Sourinoma Ibrahim Guigma et Anatole Nakoulouma sur la visite d'une délégation de l'Assemblée nationale burkinabé conduite par son président Soungalo Apollinaire Ouattara à l'ouverture de la deuxième session parlementaire du Gabon. Soungalo Apollinaire Ouattara qui s'est adressé à cette occasion à la représentation nationale gabonaise pour souligner notamment l'excellence des relations entre les deux institutions et les deux pays. Voilà, nous allons revenir à la boxe. Un autre sportif burkinabé a su tirer son épingle du jeu ce week-end. Alexis Kaboré Diyoyo a conservé hier son titre de champion WBC international dans le combat qui l'opposait au Philippin Sylvester Lopez. Avec cette victoire, Alexis Kaboré s'illustre comme l'un des meilleurs boxeurs du monde dans la catégorie des super coqs. Les précisions de Bangba David Kafando. Alexis Kaboré Diyoyo, champion WBC international, couronné roi des super coqs face au Philippin Sylvester Lopez. Le boxeur burkinabé conserve son titre défendu de main de maître. Dans un style mature, Yoyo a réussi à prendre le dessus sur son challenger, à marquer des points et à bonifier son avantage au fil des reprises. Le champion WBC international a acquis du galon. Auteur d'un combat de belle facture, il s'en est bien tiré face à son challenger et s'impose au point sans avoir été inquiété tout au long du combat. Très content, et je préparais le combat longuement et je l'ai bien préparé. Je savais que l'adversaire était de taille et Dieu merci, je puis le battre aujourd'hui. Je suis très content. C'est vraiment un très grand bonheur pour tous les Burkinabés ce soir. Je pense que c'est vraiment l'occasion pour moi de remercier les autorités qui nous ont vraiment soutenus afin que Alexis Yoyo puisse aller se préparer au Ghana. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Et je pense que ça fait honneur au peuple burkinabé et ça fait plaisir à tous les Burkinabés. Le drapeau burkinabé hissé très haut. Et maintenant, nous devons voir un sport burkinabé qui gagne. Et aujourd'hui encore, la boxe a démontré que nous pouvons compter vraiment sur les boxeurs. Et je pense que c'est l'occasion encore pour nous de mettre encore les moyens à leur disposition afin que ces boxeurs fassent honneur à notre pays. Alexis Kaboré Diyoyo signe la 23e victoire de sa carrière, intègre le top 15 des meilleurs boxeurs de sa catégorie. Il franchit un cap et s'installe dans le cercle restreint des meilleurs boxeurs de sa génération. Félicitations à Alexis Kaboré et aux étalons pour ces brillantes victoires. Politique, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a rendu hier une visite de courtoisie à l'Union pour le progrès et le changement UPC. La démarche du parti majoritaire s'inscrit dans l'agenda de la nouvelle équipe dirigeante qui entend entretenir des relations constructives avec les partis et formations politiques au Burkina. Reportage Touaboum Evelyne Dabiré. Une visite inédite, celle du CDP à l'UPC, et des visiteurs qui semblent quelque peu intimidés. Vous avez peur de quoi? Non. Mais des autres plutôt rassurants, et les échanges de politesse sont chaleureux. Après cet accueil, les membres de la délégation du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP et leurs hôtes de l'Union pour le progrès et le changement UPC se sont retrouvés loin des micros et des caméras. Après 45 minutes d'entretien, les visiteurs expliquent les raisons de cette rencontre. Nous avons écrit à l'ensemble des formations politiques, ou du moins en tout cas à la plus grande partie donc des formations politiques, pour leur faire une visite de courtoisie en vue d'échanger dans le but de renforcer la démocratie, dans le but également de montrer que la politique, c'est d'abord les idées. C'est donc la réponse affirmative de l'UPC à cette demande qui a valu alors cette visite. C'est un signe de considération pour l'UPC, nous en sommes très conscients. Alors c'est vrai que nos deux partis ont chacun leur position politique, parfois sur des points sur lesquels elles sont très divergentes. Mais cela n'empêche pas que dans le cadre d'une démocratie républicaine,
on puisse échanger sur des questions touchant la vie de la nation. Notre parti a été très clair dans toutes ces proclamations que notre démarche ne s'est jamais inspirée de questions liées à des problèmes personnels et non plus des idées allant vers les idées de vengeance ou de revanche. Et à la question de savoir si les questions du Sénat et du référendum ont été abordées au cours de cette visite, les deux partis occultent la réponse et précisent qu'il n'est nul besoin de mettre en exergue des points de divergence, chacun ayant la liberté d'épouser ou non les idées de l'autre. Mais l'essentiel pour les deux partis est que cette visite ait eu lieu sans être une compromission, selon le président de l'UPC. Avec le retour des fortes précipitations, les producteurs burkinabés gardent l'espoir que la présente campagne agricole sera fructueuse. En visite dans le centre-sud, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Mahama Zungrana, a pu prendre la mesure de la campagne dans la région qui présente une bonne physionomie en dépit d'un démarrage difficile. Frédéric Etienne Bassenga. Thomas Bouda, producteur agricole à Sakwilga, explique à Mahama Zungrana, ministre de l'Agriculture, ce qui fait l'objet de sa fierté dans ce village situé à quelques encablures de Manga. Sur cette parcelle de démonstration, il a sémé côte à côte le sorgho local et le sorgho appelé Kapelga, une nouvelle variété avec les mêmes itinéraires techniques. Quand les gens viennent comme ça, ils me demandent le Kapelga, qu'est-ce que j'ai sémé, je dis que c'est le Kapelga, puis le sorgho rouge. Bon, puis le Kapelga, c'est une moderne de façon que ça améliore beaucoup, que ça surprend aux gens, quoi. La raison de cette surprise des populations est toute simple. Cette nouvelle variété tranche avec celle locale dans bien d'aspects. C'est une variété qui est résistante à l'averse. Et du point de vue rendement aussi, c'est une variété à haut rendement. Et aussi, par rapport au fourrage, il a un fourrage bien fourni par rapport à la variété locale. Mahama Zungrana a d'abord commencé sa visite dans le centre-sud, dans le Naouri. Dans le village de Saro, le ministre de l'Agriculture a pu voir l'exploitation de Tassere Zongo, producteur de semences. Il a également rendu visite à un groupement de femmes qui produit du riz dans un bas-fond aménagé à Selonguin, dans le Zunwego. Donc au total, nous avons vu vraiment un certain nombre de réalisations qui nous rassurent davantage. Parce qu'au niveau de la zone du centre-sud, bien sûr, comme tout le reste du pays, la campagne s'est installée de façon difficile. Mais aujourd'hui, ce que nous avons vu nous rassure et nous sommes convaincus que nous ferons des récoltes intéressantes si on a la pluviométrie qui se poursuit jusqu'à fin septembre. Montaison, floraison et épiaison, voilà les stades que présentent de façon générale les spéculations produites dans la région du centre-sud. Cependant, certaines parties de la région suscitent des inquiétudes. Il s'agit de la partie est du Naouri qui connaît un grand retard du fait d'un stress hydrique sévère en début de campagne et la province du Zunwego où il y a des risques d'inondation. Autres échos de la campagne agricole direction les Cascades dans cette région, c'est le gouverneur Issa Compaoré qui a entrepris de visiter des exploitations agricoles dans 3 localités. Pour cette campagne, les Cascades attendent une production globale d'environ 300 000 tonnes. Simplice Baro à Banfoura. Les exploitations de type familial que le gouverneur des Cascades et les techniciens de l'agriculture ont visité montrent une bonne physionomie. Les champs de maïs sont en phase d'épiaison. La patate et l'igname sont au niveau de tubercules. Quant au coton, il est à l'étape de floraison et de capsulaison. Au regard de la bonne pluviométrie observée depuis le début de la saison dans les Cascades, les objectifs de production d'environ 390 000 tonnes devront être atteints. Je trouve que les physionomies des différentes plantes et des différents stades qui sont atteints se présentent bien. Dans certains champs, le maïs est déjà qui attend d'être récolté. À certains endroits, nous sommes au stade de la formation des épis et puis il y a quelques endroits où encore la levée et le taillage est en train de se faire. Nous pensons que avec le ciel qui est bien couvert comme nous le voyons aujourd'hui continuer ici, en tout cas nous devrons pouvoir couvrir le besoin des plantes en eau pour boucler leur cycle. Si les perspectives de production agricole pour la présente campagne sont bonnes dans la région des Cascades, il n'en demeure pas moins que les producteurs rencontrent cependant quelques difficultés. Ils souhaitent notamment la mise à disposition dès le début de la saison agricole des intrants et un équipement adéquat à moyens de production. Les difficultés que je traverse jusque-là,
sont que je ne suis pas motorisé. C'est-à-dire, c'était bon que j'ai un tracteur, que j'ai une motopompe, que j'ai une égreneuse. Tout ce qui peut m'aider en tout cas. Puisque en saison sèche, je suis bloqué, or que je suis tout juste à côté de l'allée là-bas, une eau qui ne t'arrive pas. Les matériels ne sont pas disponibles. Tu ne peux pas gagner ces matériels sur place. Il faut déplacer chaque fois Ouaga Bobo, des stockages, des pièces de rechange à Banfora. Les techniciens ont salué l'utilisation en bon escient des intrants et la fumée organique dans la plupart des sites visités. L'espoir est permis pour une bonne production agricole dans la région de Cascades, à condition que la pluviométrie enregistrée jusque-là se poursuive normalement. Les préparatifs du Hajj 2014 sont menés par un comité d'organisation qui a fait hier le point du travail abattu pour permettre aux fidèles musulmans burkinabés d'effectuer le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Ils seront environ 5500 fidèles à aller cette année à la Mecque. La compagnie Nash Air est chargée du transport de nos pèlerins. Reportage Fousseni Kindo. À cette rencontre avec la presse, le comité de suivi s'est voulu rassurant. À ce jour, tout se passe bien pour l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Environ 5500 pèlerins sont inscrits et 5300 prennent le départ de Bobo-Dioulasso et d'Ouagadougou. Les 200 autres pèlerins ont opté pour des vols réguliers. La compagnie Nas Air Charter Aviation est retenue pour le transport. Les premiers départs sont programmés pour le 17 septembre et le retour pour le 21 octobre 2014. Nous allons travailler en tandem avec notre ambassadeur à Riyad pour qu'effectivement il n'y ait pas de faux départ. Je crois que ce n'a pas été un hasard que la compagnie Nasser a été retenue en conseil des ministres depuis novembre 2013. C'est compte tenu effectivement du strict respect des programmes qu'il a menés en 2013 que le gouvernement était venu à reconduire cette compagnie pour le transport des pèlerins burkinabés. Nous souhaitons que cette année encore, cette compagnie récidive dans le respect strict du programme qui nous a communiqué. Pour faciliter l'accueil des pèlerins pour le départ de Ouagadougou, des chapiteaux seront installés à l'aéroport international afin d'offrir un minimum de confort. Les préparatifs de la rentrée scolaire se poursuivent à tous les niveaux pour une reprise des cours dans les meilleures conditions. Après les inscriptions et réinscriptions dans les établissements secondaires, intéressons-nous ce soir aux primaires où les inscriptions n'ont pas encore commencé dans le public. En ce qui concerne la ville de Ouagadougou, dans certaines écoles privées par contre, les choses sont bien avancées puisque les cours débuteront dans une dizaine de jours. Reportage Yolande Lombo. Pendant les vacances scolaires, une permanence est instaurée dans les écoles primaires publiques pour permettre aux parents d'élèves de procéder à la réinscription de leurs enfants. Dans la capitale burkinabé, pour ce qui est des inscriptions, une date est arrêtée par chaque maire d'arrondissement. Initialement prévue pour le 6 septembre 2014 dans certaines circonscriptions d'enseignement de base, le 13 septembre 2014 sera la seule journée où les parents d'élèves pourront inscrire leur progéniture dans une école publique. Les inscriptions débuteront dès 7 heures dans toutes les écoles primaires publiques de la ville de Ouagadougou et concerneront les enfants nés entre 2006 et 2008. La CEP de Ouaga 17, par exemple, compte 10 écoles publiques et 33 écoles privées. Et Joël Thierry Rwamba, conseiller pédagogique itinérant, nous confie que par moment, des parents d'élèves sont obligés de dormir à l'école la veille afin de pouvoir inscrire leurs protégés. Notre rentrée 2014-2015 se situe dans un contexte assez délicat où il faut gérer le continuum. On considère que c'est une circonscription qui se trouve dans une zone assez périphérique où les populations ne sont pas assez nanties. Bon, on comprend que le jour du recrutement, il y a une grande affluence, si bien qu'après ce seul jour, il est difficile encore de recruter. D'autant plus qu'on met les enfants dans de mauvaises conditions de travail et l'enseignant, dans ces conditions aussi, ne peut pas travailler. Souvent, les élèves sont assis à 4-5 sur un seul tablement prévu pour 2. Si dans le public, la rentrée administrative est prévue pour le 15 septembre et la rentrée pédagogique pour le 1er octobre, au sein de certaines écoles privées, il n'en est pas de même.
Ici, par exemple, dès le 16 septembre 2014, les élèves vont commencer les cours. Les inscriptions et réinscriptions ont commencé depuis le mois de juin et les effectifs restent stables. Les inscriptions, souvent les font aussi très tôt, en juin et en juillet. Donc c'est vraiment à l'heure actuelle les dernières inscriptions qui se font. À l'heure actuelle, les tissus sont là pour les tenues, les listes de fournitures sont prêtes. Donc les parents ont le temps d'aller chercher le matériel qu'il faut. On attend la dotation de livres, puisqu'il y a des livres bien sûr dont les enfants vont bénéficier. En attendant, la plupart des écoles servent d'espace de jeu et lorsqu'on n'est pas en train de se faire des confidences, on est dans des champs de fortune. Pour la 11e fois, l'Association des jeunes scientifiques du Burkina, AJSBF, a tenu le pari de réunir 10 000 jeunes dans cette province pour leur inculquer des connaissances en informatique. Une initiative qui devrait inciter les jeunes à maîtriser ensuite l'outil informatique. Adama Koulibaly. Pendant 3 mois, près de 1000 jeunes ont été formés dans cette ville de Burkina Faso à l'utilisation de l'outil informatique. À travers ces formations, ces campeurs ont pu renforcer leurs connaissances en matière de logiciels tels Excel, PowerPoint ou encore Publisher. Aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication interviennent dans plusieurs domaines de notre vie quotidienne, à savoir l'environnement, l'éducation, la santé, l'agriculture, j'en passe. Les maîtriser pour mieux les utiliser est l'affaire de tous. Donc aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication ne sont plus un luxe, mais un outil de travail. Donc aujourd'hui, c'est un domaine qui est incontournable. Initiée depuis 2004, la présente édition est placée sous le parrainage de Jean Kouldiati, ministre du Développement de l'économie numérique et des postes. Ce fut une occasion pour la Commission de l'informatique et des libertés de sensibiliser les jeunes apprenants sur la cybercriminalité à travers des projections de films. Je voudrais féliciter les initiateurs de cette activité parce qu'il se trouve qu'il y a un certain nombre de jeunes élèves et étudiants qui ne savent pas souvent que faire utilement de leurs vacances. Donc c'est une façon de les occuper utilement. Et il faut absolument que les jeunes puissent, au terme de leur formation, quand ils quittent les lycées, quand ils quittent les universités, qu'ils puissent savoir comment utiliser l'outil informatique. Parce que c'est de la communication, c'est de l'apprentissage. Les campeurs ont, à travers des théâtres, des playbacks et bien d'autres jeux socio-éducatifs, animé cette cérémonie et se sont donné rendez-vous l'année prochaine. La psychose de la maladie à virus Ebola peut alimenter toutes sortes de rumeurs. Le décès subit le 4 septembre d'une personne du 3e âge de nationalité guinéenne à la mosquée de Diaradougou à Bobo-Dioulasso a alimenté la rumeur sur un cas d'Ebola dans le Oué. Le comité régional de gestion des épidémies des hauts-bassins a démenti ces rumeurs et expliqué que le vieil homme vivait au Burkina depuis 4 ans et souffrait de tuberculose. Sanoua Christine Koulibaly. C'est ici, à la mosquée de Diaradougou, que Abdoulaye Diaby, de nationalité guinéenne, perdait la vie subitement le 4 septembre alors qu'il faisait ses ablutions pour la prière du soir. Une rumeur s'est donc répandue comme une traînée de poudre dans la ville, faisant état d'un cas de maladie à virus Ebola à Bobo-Dioulasso au regard de l'état du corps. Quand il a succombé, on m'a appelé et je suis venu trouver qu'il avait vomi du sang. Nous avons préféré appeler les autorités. Mais lorsqu'il venait au Burkina, il avait la tuberculose et c'est la raison même de sa venue ici il y a 4 ans. Et depuis lors, c'est cette maladie que nous traitions. Un fait confirmé par son médecin traitant. Mais par mesure de précaution, toutes les dispositions ont été prises par les services spécialisés du système de surveillance épidémiologique pour l'enlèvement et l'inhumation du corps. Les lieux sont désinfectés et un prélèvement effectué et envoyé en France pour analyse. Moi, personnellement, je me suis un peu approché du corps pour voir comment est-ce que ça se présentait. Et j'ai vu aussi que le sang qu'il avait rejeté était mousseux. Donc, ce qui peut évoquer un sang d'origine pulmonaire. Quoique, c'est vraiment l'examen de sang qui peut venir vraiment nous rassurer par rapport à la maladie à virus Ebola. Sinon, compte tenu de son âge, compte tenu de ses antécédents pulmonaires,
pulmonaire. Et compte tenu du sang qu'on a observé sur place, on pourrait penser à une maladie d'origine pulmonaire et donc pas à un cas d'Ebola. En attendant les résultats prévus en début de semaine prochaine, la vie suit son cours à la mosquée de Diaradougou. Dans ce contexte, quand il y a du sang, les gens ont peur. Sinon, les sapeurs-pompiers, les services d'hygiène et centres Mira sont venus isoler les lieux et les désinfecter. Personne n'y est rentré. Ce point de presse fut l'occasion pour le gouverneur de la région des Hauts-Bassins de rappeler les mesures prises pour prévenir la maladie dans la région, tout en la rassurant qu'aucun cas de maladie à virus Ebola n'a été déclaré au Burkina Faso. Le gouverneur a appelé à la vigilance en signalant tout cas suspect. Le défunt à l'origine des rumeurs vivait au Burkina Faso il y a au moins 4 ans. Il n'est jamais rentré dans son pays d'origine, la Guinée-Conakry, ni hébergé quelqu'un venant de ce pays, selon ses proches. Une soirée dénommée Reflet Mine s'est tenue hier à Ouagadougou à l'initiative de la Chambre des mines du Burkina. L'objectif de cette manifestation est de permettre aux acteurs des mines de se retrouver et d'échanger sur leurs préoccupations autour d'un verre. C'est aussi l'occasion pour eux de présenter leurs innovations. Bouma Ernest Nebier. Initié en 2013 par la Chambre des mines du Burkina, Reflet Mine est un cadre convivial de retrouvailles et d'échanges entre les acteurs du domaine minier. Des échanges qui portent sur les préoccupations de leur domaine. Ça permet de créer des liens entre les différents acteurs et c'est aussi une ouverture pour un certain nombre d'acteurs du domaine économique qui s'intéressent au secteur minier. Pour eux d'approcher donc les miniers, on leur donne l'opportunité de se présenter, de présenter leur savoir-faire, leurs produits et nous espérons ainsi créer une forme de réseautage pour eux, pour leur permettre donc de pénétrer le secteur des mines qui souvent paraît un peu opaque pour les gens. Reflet Mine, c'est également cette soirée qui donne l'occasion à des acteurs d'autres domaines de présenter des produits qui intéressent le secteur minier. Et pour cette soirée, l'honneur est revenu à Moumouni Séré, le président de Universal Institute 2M, de présenter son institut qui forme des opérateurs et des techniciens qualifiés au profit du secteur minier. Nous sommes partis du constat, comme les autres acteurs du secteur, que le Burkina Faso est devenu en seulement quelques années un pays minier, mais malheureusement les ressources humaines ne suivent pas. Donc, c'est-à-dire qu'il manque de ressources humaines qualifiées. Donc, à telle enseigne que certaines structures minières, au départ, pour pouvoir s'ouvrir, sont obligées de recruter des Burkinabés et de les former avant de pouvoir les utiliser. Donc, cette donne ne peut pas continuer pendant longtemps parce que une mine n'est pas faite pour former. Donc, il est nécessaire que sur le plan national, que nous puissions mettre en place en synergie avec ce que l'État a déjà fait, des programmes de formation pratiques, techniques, capables de pouvoir fournir en tout cas des ressources humaines de qualité. L'Institut offre entre autres des programmes de formation dans le domaine du traitement du minerai, du boutefeu et du forage minier. Fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de la RTB.